Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. On est très content de vous avoir pour parler de ce sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, qui est la question de préparer un tour de financement ou de préparer la vente de votre entreprise, donc un French Morning Business. Et on a avec nous la chance d'avoir des experts qui sont de chez KPMG, du cabinet KPMG. Merci à tous les trois d'être là. Nous avons Valérie Boissou, nous avons Younes Raja, qui lui est à Miami, Valérie est à New York et Olivier Moubendil qui lui est en ce moment à Paris. Merci encore. Je vous rappelle le principe, hein, comme d'habitude, soit vous nous suivez sur Zoom, soit vous nous suivez sur le direct sur LinkedIn. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Sur le Zoom, c'est facile en chat. Sur le LinkedIn, c'est en commentaire et on essaiera de prendre le maximum de questions. Et évidemment, on laissera aussi les coordonnées de nos experts pour que vous puissiez entrer en contact avec eux à la fin de cette intervention. Surtout, je vais maintenant passer directement la parole à Valérie qui va faire l'introduction, vous présenter qui sont nos experts et de quoi on va parler. Et moi, je serai là pour reprendre vos questions, pour reformuler et poser vos questions tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble. Valérie, c'est à toi. Merci Emmanuel, ravi d'être sur les ondes de French Morning à nouveau. Je suis doublement contente parce qu'on a beaucoup parlé de taxes sur vos ondes, on a parlé de taxes pour les entreprises, on a parlé de fiscalité pour les expatriés aux États-Unis. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de présenter KPMG et ce qu'on sait faire sous un autre angle. On va parler de transactions, on va parler de cession d'entreprise, de refinancement. Et donc, j'ai la chance d'être avec deux de mes partenaires acolytes qui vont se présenter eux-mêmes. Si tu veux bien commencer, Younes, peut-être dire un petit mot sur qui tu es. Bonjour tout le monde, je m'appelle Younes Racha, je suis un Managing Director au bureau de Miami avec KPMG. Je travaille plutôt pour des boîtes de private equity ici aux États-Unis. Je fais du deal pour des projets internationaux et des projets transfrontaliers. Je travaille assez souvent avec Olivier Boumondil, à qui je vais donner la main pour se présenter. Merci Younes. Donc, moi, je suis Olivier Boumondil. Bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir être sur French Morning. Merci Emmanuel de l'opportunité qui nous est donnée. Donc, moi, je suis un associé dans la branche Transaction Services, qui est la branche conseil à l'occasion en fait, de fusion et d'acquisition. Je suis basé à Paris. J'ai fait toute ma carrière chez KPMG. Ça fait 25 ans que je suis rentré chez KPMG. Je suis associé depuis une grosse dizaine d'années, avec une forte spécialisation sur tout ce qui est en fait cross-border, c'est-à-dire accompagner des clients français la plupart du temps dans leurs investissements à l'étranger, tout particulièrement aux États-Unis. Et à cette occasion, effectivement, je travaille énormément avec Younes. On a plusieurs dossiers en cours, Younes et moi, en ce moment. Voilà. Et puis, on a créé ce qu'on appelle un deal corridor entre nous pour faciliter les échanges en fait, sur ces dossiers de M&A entre la France et les États-Unis. Donc, j'ai le plaisir d'être le responsable de ce corridor pour la partie deal aux côtés de Valérie pour tout ce qui concerne les aspects français. Voilà. Donc, effectivement, tu as prononcé le mot magique, Olivier, le corridor, donc je vais en dire un mot. Nous avons donc chez KPMG ce concept de corridor de French Desk, si vous voulez, pour desservir les États-Unis. Donc, on est constitué de 250 individus francophones basés aux États-Unis, sont soit des gens localisés, soit des expats. Et notre objectif, c'est de servir les entreprises françaises qui font du business aux États-Unis sur tous les métiers de KPMG, donc que ce soit la fiscalité, le conseil ou l'audit également. Et on est organisé avec certains points forts. Donc, on a déjà parlé de fiscalité. Aujourd'hui, voilà, Younes et Olivier qui sont nos correspondants pour la partie deal. Alors, Younes, je reviens vers toi. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment tu es organisé pour accueillir justement ces deals transfrontaliers qui viennent de la France aux États-Unis? Oui, bien sûr. Ce qu'on a fait ici au bureau de Miami, c'est qu'on a une équipe dédiée des projets français
et des projets pour des entreprises françaises ou pour des investisseurs français. C'est une équipe qui est faite de professionnels qui ont ou de l'expérience en France, qui connaissent le marché français, qui parlent français et qui veulent toujours travailler avec dans cet environnement. C'est une équipe qui fait plus que des projets pour les Français. On a une vaste expérience en tout ce qui est projets internationaux, projets transfrontaliers, dans plusieurs industries, mais c'est une équipe qui va accorder la priorité à des projets français. On a aussi la capacité de travailler avec l'équipe d'Olivier. On fait des projets où on va partager des effectifs, où on va travailler ensemble. Et ce que ça peut donner à nos clients, c'est que c'est une expérience d'avoir une équipe française, mais localisée ici aux États-Unis. Olivier? Ouais, je pense que ce qui est très important finalement, c'est ces aspects un petit peu de gap culturel quand on fait du M&A. Faire du M&A aux États-Unis ou faire du M&A en France, c'est pas exactement la même chose. Il y a des pratiques, il y a des codes, il y a des façons différentes de faire. Donc, ce qu'on apporte en fait à travailler ensemble, c'est décoder ces pratiques. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais un client sur un dossier avec lequel on travaille avec Younes qui me demandait si les éléments qui avaient été fournis par le vendeur étaient adéquats, parce que de son point de vue, ce n'était pas le cas, lui français. Mais on a pu lui expliquer avec Younes que justement, c'est comme ça qu'on fait un deal aux États-Unis et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Donc, ce côté-là est très important. Il y a un autre côté qui est très important, évidemment, et notamment quand on est pour des grands comptes, quand on les accompagne, c'est qu'on a besoin en fait d'avoir des référentiels comptables qui sont homogènes. C'est-à-dire qu'une grande entreprise française qui va acquérir une société aux États-Unis, les comptes sont la plupart du temps en US GAAP. La société française elle a besoin de comprendre qu'est-ce que va donner l'intégration de cette société dans ses comptes en IFRS. Donc, il y a aussi un petit peu de décryptage, je dirais, comptable. Ça marche dans les deux sens, hein. Évidemment, c'est la même chose quand une entreprise US va en France. Donc, on a besoin en fait aussi de ce knowledge sharing en fait, entre l'équipe de Younes et la mienne pour pouvoir servir au mieux nos clients respectifs. Alors Olivier, peut-être que tu peux avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, aujourd'hui, comment tu sens l'appétence des entreprises françaises pour faire du M&A aux États-Unis? Huge. Les États-Unis, c'est toujours l'Eldorado. Huge. Non, c'est toujours le cas, je dirais plus que jamais. Ce qui intéresse les investisseurs, tout particulièrement, c'est la croissance et c'est les marchés en croissance. Donc, les États-Unis, c'est à la fois un très très grand marché, plus de 300 millions d'habitants, beaucoup plus en fait si on considère aussi les États-Unis comme une sorte de porte d'entrée vers l'Amérique latine, le Mexique, le Canada, etc. Il y a beaucoup d'entreprises en croissance, notamment dans la tech, aux États-Unis, mais pas que. Donc le marché américain, il est extrêmement attractif pour les investisseurs français, notamment pour les grands comptes français, mais également pour les fonds d'investissement qui ont tous, en fait, pour les plus grands d'entre eux français, développé une forte présence aux États-Unis. Si vous pensez à Euraseo, à Antin, à Ardian, ils ont tous en fait des bureaux et des présences qui sont très fortes désormais aux États-Unis. Donc c'est vraiment un marché qui est en plein boom pour nous. Moi, je vois une accélération en fait des deals de mes clients vers les États-Unis et plus seulement dans la tech. Il y a d'autres secteurs d'activité qui sont de plus en plus attractifs également pour nos clients. Donc, je pense que le M&A cross-border entre la France et les États-Unis a un bel avenir devant nous. D'accord. Parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, la conversation va être pas tellement sur l'acquisition, mais plutôt sur la vente. Donc, on va parler de comment, lorsqu'on est entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou même tout simplement directeur financier en charge de maximiser une transaction, comment est-ce qu'on s'adresse à des banques, comment on s'adresse à des investisseurs, comment est-ce qu'on maximise la valeur de cette session. Donc, on va commencer d'abord par regarder peut-être qu'est-ce que les banques et les investisseurs cherchent. Ensuite, on parlera plutôt de modalités pratiques. Comment on s'organise vis-à-vis de ces investisseurs et de ces banques. Vous nous expliquerez comment, si on loupe certaines étapes, comment est-ce que ça peut avoir un effet sur la valeur. Et puis, on terminera sur un échange de bonnes pratiques vis-à-vis de ces opérations.
Alors, je commence par toi, je pense, Younes. Donc, peut-être qu'on regarde le slide suivant. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'attendent les investisseurs, ce qu'attendent les banques, en fait, lorsqu'ils s'intéressent à une entreprise, à un business? Ce qu'on voit généralement, cette liste n'est pas exhaustive, mais ce qu'on voit, c'est qu'une entreprise qui va se vendre et qui va se vendre bien, c'est une entreprise qui a une technologie unique, un brevet, quelque chose d'intangible. Il y a une opération qui est un peu différente et qui offre un avantage concurrentiel, et aussi une entreprise qui est en croissance. Les investisseurs, normalement, ils veulent avoir quelque chose qui va, en 5 ans, normalement, ils vont pouvoir vendre avec des bénéfices. Alors, c'est ces 3 points spécifiques que normalement, on voit beaucoup d'intérêt pour les investisseurs. On voit aussi une quatrième option, c'est une entreprise qui marche très bien, assez bien, pas nécessairement une entreprise qui est en expansion, mais qui a des propriétaires qui veulent prendre la retraite, qui ne veulent plus gérer l'entreprise. C'est aussi une option, une entreprise qu'on voit assez souvent beaucoup d'intérêt pour les investisseurs. Comme je disais, cette liste n'est pas une liste exhaustive, mais c'est ce qu'on voit le plus souvent. On voit aussi des options, des cas assez particuliers. Je peux donner l'exemple d'un projet que j'ai fait il y a 6 mois. L'entreprise n'avait pas de technologie unique, n'avait pas de brevet. Ce qu'ils avaient, c'était une équipe d'une vingtaine d'ingénieurs IT qui travaillaient ensemble, qui pourraient normalement produire un très bon projet si une grande entreprise avait un plan pour créer quelque chose. Et c'est ce que notre client vendait. C'est une entreprise qui avait 25 ingénieurs de tech, d'IT, qui normalement pouvait être une bonne acquisition pour une grande boîte qui a besoin d'ingénieurs. Ce n'est pas toujours quelque chose de précis, mais c'est quelque chose qui offre offre un avantage au marché. Olivier, je ne sais pas si tu veux… Ouais. Je pense que ça dépend aussi des catégories d'investisseurs, entre des investisseurs qui sont des financiers, des fonds d'investissement, et les investisseurs qu'on appelle dans notre jargon des investisseurs stratégiques, c'est-à-dire des industriels, des gens du secteur d'activité lui-même. Il peut y avoir plein en fait, de rationnels différents d'acquisition. Généralement, ce que vont rechercher les investisseurs financiers, c'est soit en fait une entreprise qui est leader sur son marché. Pourquoi? Parce que cette entreprise, si elle est leader sur son marché, ils vont la payer généralement relativement cher. Mais, à contrario, le profil de risque est relativement faible. Ça veut dire que c'est généralement des investissements sur lesquels, en fait, il y a des attentes de rendement qui ne sont pas si élevés que ça. À contrario, un investisseur financier peut se dire qu'il va investir sur une entreprise qui est en relativement bon état, mais qui a besoin en fait d'être redynamisé, restructuré sur un plan opérationnel. Et ça, en fait, ce profil-là, ça présente une sorte de profil de risque qui est accru par rapport à une entreprise qui est leader sur son marché, un risque d'exécution complémentaire pour un fonds d'investissement. Et donc, l'attente de retour sur investissement va être plus élevée. Ce que ça veut dire, c'est que généralement, un fonds d'investissement va être prêt à payer moins cher en réalité. Donc, à chaque typologie, je dirais, d'investisseurs, vous allez pouvoir, enfin, ou de société que vous vendez, vous allez pouvoir trouver votre propre typologie d'investisseur par rapport aux attentes de chaque investisseur. Un investisseur stratégique aura d'autres besoins généralement. Ça peut être des besoins de compléter un footprint sur un marché donné. Ça peut être d'acquérir une technologie différente, etc., etc. Voilà, donc il y a plein de différentes, je dirais, rationnels d'investir pour les gens qui vont regarder votre entreprise si vous la cédez. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est finalement quelle est l'histoire que vous allez présenter à ces investisseurs et donc bien sélectionner finalement la catégorie d'investisseurs auxquels vous allez vous adresser. D'accord, d'où l'intérêt d'avoir un bon storytelling
Il faut avoir un storytelling, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'equity story, ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça qu'on le dit, mais effectivement, le bon terme, c'est le storytelling. Absolument. Alors, on peut peut-être dans le détail regarder, parce que j'imagine que l'investisseur va chercher à avoir quand même quelques points de confirmation par rapport à ce storytelling. Donc, comment ça marche en fait? Qu'est-ce que les investisseurs vont regarder précisément pour valider Alors, la c'est promesse là où on rentre un petit peu dans la croissance. technique. Voilà, et très rapidement, l'idée, c'est pas de descendre trop bas dans la soute de la technique. On vous a mis quelques points avec Younes de considérations clés qui sont surtout financières pour des investisseurs, mais à la fin, en fait, la finance, je dirais, comment dire, cette caractéristique de synthétiser finalement tous les aspects commerciaux, opérationnels d'une décision d'investissement au travers de chiffres, en fait. Et donc, dans la validation des chiffres, en réalité, c'est ce que valide un investisseur, c'est le business case lui-même de son investissement et pourquoi, en fait, il investit dans la société que vous pouvez vendre. Alors, qu'est-ce qu'il va regarder l'investisseur? Peut-être quelques critères comme ça. Le premier, le plus important pour un investisseur, c'est ce qu'on appelle les résultats financiers normalisés. Ça veut dire quoi les résultats financiers normalisés? Vous êtes une entreprise, vous préparez des comptes. Ces comptes, ils sont établis selon un certain référentiel comptable. Ce référentiel comptable, il n'a pas nécessairement pour vocation d'être complètement utilisable pour pouvoir appréhender la rentabilité économique d'une entreprise, c'est-à-dire bien apprécier ses risques et ses opportunités. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, ou un investisseur, c'est qu'il va prendre vos comptes et il va les décoder par rapport à ses propres besoins dans son propre modèle de valorisation. Et donc, il va faire pas mal de retraitements pour passer en fait du résultat que vous reportez à un résultat qu'il considère lui comme étant le résultat récurrent sur lequel il peut se baser pour vous donner une valorisation avec un multiple par rapport à un agrégat donné. Généralement, c'est ce qu'on appelle l'EBITDA ou l'EBIT pour faire simple, le résultat d'exploitation. Et donc, il y a tous ces retraitements-là. Un exemple, par exemple, vous pouvez avoir un résultat d'exploitation très élevé parce que vous avez doté une année N une provision importante que vous avez reprise l'année suivante. Vos résultats, il est élevé parce que vous avez eu une reprise de provision, mais cette provision, en réalité, elle ne représente rien d'un point de vue de trésorerie ou de cash. C'est un petit peu une manipulation entre une année donnée et l'autre année. Donc, c'est ce type de choses, en fait, qu'un investisseur va bien regarder de manière à pouvoir vous dire, voilà, votre EBITDA ou votre EBIT récurrent, c'est tant. Le deuxième point, c'est vraiment les moteurs de la croissance. C'est bien comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que l'entreprise que vous cédez est performante. C'est quoi ces facteurs clés de performance? Est-ce que c'est de la croissance en volume? Est-ce que c'est de la croissance en prix? Est-ce que c'est plutôt un mix produit qui est en train d'évoluer dans le bon sens, etc., etc. Donc, bien comprendre les leviers de la croissance passée de manière à pouvoir valider finalement les leviers de la croissance future. Parce que ce qui va intéresser un investisseur, évidemment, ce n'est pas le passé, c'est le futur. Mais pour pouvoir en fait valider le futur, on a besoin en fait de comprendre la trajectoire du passé. Younes, tu veux peut-être parler de quelques points aussi importants Sur les moteurs de croissance, il faut aussi pouvoir valider ces moteurs. Je crois qu'on trouve assez souvent des vendeurs qui disent je comprends mon entreprise, je sais très bien ce qui a fait, ce qui drive les moteurs de la croissance. Mais pour un acheteur, pour un investisseur, c'est très important de pouvoir valider ces moteurs de croissance et de la performance financière parce que c'est la base du modèle et de la valuation de l'acheteur, du financier. Une autre considération, c'est la performance commerciale actuelle de l'entreprise, avoir une idée assez claire de ce qui aide commercialement les prix, les coûts de l'entreprise et avoir une vision de l'évolution de ces termes commerciaux dans les 2-3 ans qui viennent. Il faut aussi avoir une idée assez, je dirais pas exactement correcte, mais une idée assez raisonnable des résultats prévus pour
au moins l'année en cours et l'année prochaine. Je crois que c'est un effort qu'on voit sur tous les projets par des vendeurs et c'est pas toujours une idée très claire pour les vendeurs. C'est pas très facile de pouvoir estimer des résultats pour une année prochaine pour la première fois et aussi essayer d'achever une vente de votre entreprise. Le À cinquième ce point, propos, pardon d'interrompre, j'en profite parce que Véronique posait une question dans le chat qui, je pense, est en rapport avec ce que vous disiez. Elle dit les entreprises ne donnent pas accès à leurs chiffres aussi facilement. Elle rebondissait sur ce que vous disiez un peu plus tôt. Justement, comment on fait par rapport à cette exigence de transparence et d'information la plus complète possible, où il y a parfois une tension entre vendeurs et potentiels acheteurs ou investisseurs? Comment vous voyez ça? Alors, non, c'est des NDA. Si c'est des clients, bon, si c'est une entreprise en compétition directe, on a plusieurs options. Ce qu'on fait normalement, c'est des NDA. On ne va pas utiliser l'information pour des fonds concurrentiels. On ne va pas utiliser ce qu'on apprend pour aller et essayer de euh, voler des contrats, échanger avec des clients de l'entreprise qu'on est en train d'essayer d'acheter. Franchement, c'est des contrats qui protègent l'acheteur et le vendeur. Dans des cas très extrêmes, vous pouvez aussi faire des clean rooms, ce qui est votre équipe de conseil va être la seule à pouvoir avoir accès à cette information. Ils vont pouvoir vous donner une idée de ce qu'il y a dans cette information, mais ce n'est pas une idée, c'est pas des chiffres concrets. Mais au moins, vous avez votre équipe M&A, vos avocats qui auront accès à cette information pour vous dire que si on a trouvé des problèmes, non, que c'est exactement ce que le vendeur nous avait communiqué. je pense que c'est à la fois l'intérêt du vendeur et de l'acheteur d'avoir de l'information. Un vendeur, il va avoir besoin, en fait, s'il veut maximiser son prix de cession, il va avoir besoin, en fait, de donner, en fait, des informations. Plus il va donner des informations qualitatives, meilleur va être le prix. Et effectivement, on peut y avoir des sujets de confidentialité lorsqu'on est sur des opérations entre deux concurrents. Et dans ce cas-là, c'est géré par des sujets de clean room, où on a simplement les conseils qui accèdent à ces informations-là. Et c'est vraiment très, très bien fait parce que les rapports eux-mêmes qui sont issus en fait, de ces clean rooms doivent être visés par les avocats des parties adverses pour s'assurer en fait qu'il n'y a aucune information confidentielle qui ne sort avec, je dirais, des clauses de responsabilité pour les conseils comme nous qui sont extrêmement lourdes si on déroge à ces impératifs de confidentialité. Donc, on voit vraiment très très peu en fait de situations où à la fin, un vendeur ou un acheteur n'arrive pas à avoir le niveau minimum d'informations sur ce qu'il achète. Quand c'est le cas, généralement, l'acheteur ne fait pas le dossier et se retire. Mais c'est au détriment du vendeur. C'est assez rare. Dans les cas où on n'a pas trop d'informations, c'est que la cible, l'entreprise qui est en vente, est une entreprise qui a plusieurs acheteurs potentiels. Ils ont vraiment l'option de ne pas donner de l'information parce qu'ils ont 5, 6, 7 investisseurs qui sont prêts à acheter avec une information limitée. On le voit, je dirais pas souvent, mais on le voit assez pour des très grandes transactions. Si on continue sur la liste ici, on discutait. Ouais, pour finir rapidement, donc, vous avez compris donc, quelle a été la rentabilité passée. Est-ce qu'on est confortable sur la rentabilité future et quelle est finalement en fait la façon dont l'entreprise qui est cédée se finance. Et donc, il faudra bien regarder en fait les notions d'endettement net, également les notions en fait de besoin de fonds de roulement qui sont
un petit peu la contrepartie de l'endettement net. Donc, c'est tous ces aspects-là, très financiers aussi, que vont regarder des investisseurs qui soient financiers, donc des private equity, ou qui soient des industriels. Alors, il y avait un point dans le slide sur lequel je vais poser une question. Est-ce que l'entreprise est bien gérée? Donc, il y a également, j'imagine, des éléments plus qualitatifs que l'investisseur va regarder par rapport à la compétence du management et des choses comme ça. Par rapport à la compétence du management, donc c'est tout à fait pertinent, notamment pour des fonds d'investissement qui ont un modèle de LBO, et donc le modèle va reposer sur le dirigeant lui-même, sur le manager, donc la capacité du manager à gérer son entreprise, mais également en fait sur quel est le potentiel d'amélioration. Parce qu'on peut avoir des entreprises qui sont finalement des pépites et qui ne sont pas très bien gérées. Et donc, il y a une opportunité pour l'investisseur de se dire, moi, je peux mieux faire avec peut-être un dirigeant qui est différent. Donc, l'appréciation aussi sur la façon dont est gérée l'entreprise est importante. Ce n'est pas simplement des conseils comme nous qui vont donner cette appréciation-là. Nous, ce qu'on est en mesure de dire en tant que conseil financier, c'est est-ce que l'information est bien tenue financière, est-ce qu'elle est bien gérée, est-ce qu'on a une direction financière qui tient la route. Ça, on sait parfaitement l'apprécier, c'est notre rôle aussi de l'apprécier. Mais d'une manière générale, sur une dimension plus commerciale et opérationnelle, généralement, les acteurs stratégiques ont leurs propres équipes. Les fonds d'investissement vont s'entourer d'autres typologies de conseils, des conseils stratégiques, opérationnels pour apprécier ça. Alors, au fur et à mesure de la discussion, en fait, ce qui me venait à l'esprit, c'est vraiment c'est comme quand on vend sa maison, en fait. Il faut faire un peu de staging. C'est exactement ça. Et donc, c'est bien finalement d'avoir à la fois, c'est-à-dire que l'acheteur va avoir son agent, le vendeur va avoir son agent, chacun essaie de présenter son… Alors, c'est un peu ça. Si on file la métaphore, quand on vend sa maison, on a d'un côté un agent commercial et de l'autre côté, on peut avoir un conseil qui nous accompagne. Ça, l'équivalent dans le M&A, ce sont les banques d'affaires. Ce sont des gens qui sont là pour commercialiser en fait les sociétés qui sont en vente. Et nous, en fait, en termes de conseils, on va être les conseils qui vont analyser les diagnostics techniques sur ce qu'on achète finalement. Donc, nous, on va réaliser le diagnostic technique financier. Alors, comparé en fait à la transaction immobilière, notre rôle va un tout petit peu au-delà, puisque le diagnostic technique, c'est dire que tout est conforme et qu'il n'y a pas de problème. Nous, on est là aussi pour préparer au mieux la cession, quand on travaille à la cession, et pour créer de la valeur en réalité. Donc, on aide en fait en faisant bien notre travail, en donnant de la clarté sur les chiffres, en mettant en avant les opportunités, parfois les risques aussi, quand on est conseil à l'achat des entreprises elles-mêmes. On aide à créer de la valeur ou à minima à ne pas détruire de valeur. Voilà. Alors, ça se retrouve peut-être dans le slide suivant, puisque donc, là, on a parlé de tout ce que l'investisseur attend, mais concrètement, en fait, comment on va lui amener tous ces éléments et comment il va avoir accès à la documentation. Donc, comment est-ce qu'on met tout ça en place? J'imagine que nous, KPMG, on va jouer un rôle dans donner cette clarté sur l'information, en particulier financière. Donc, moi, j'ai en tête, il y a quelques années, on parlait de data room. Est-ce que ça existe toujours, ce genre de choses? Comment est-ce qu'on met cette documentation à disposition Écoute, Valérie, les data rooms existent toujours. Elles sont désormais virtuelles. C'est fini l'époque où on se déplaçait un peu partout pour avoir accès à des piles de dossiers. Oui, bien sûr. Là, on va peut-être un peu insister sur un prisme de comment on aide en fait une entreprise à se préparer. C'est-à-dire que le prisme que l'on prend, c'est comment nous, KPMG, on aide des entreprises ou des entrepreneurs à préparer l'entreprise au mieux pour la cession. Donc, on est côté vendeur. On peut évidemment faire de la due deal, côté la due diligence, un côté acheteur, mais là, c'est plutôt un prisme côté vendeur. Younes, tu veux peut-être commencer, puis moi, je complète. Bien sûr. Pour préparer la vente, on voit normalement c'est 4, et c'est plusieurs piles de thèmes qui sont très importants, mais on a 4 sujets ici. Le premier, c'est des sujets administratifs. C'est des sujets que normalement une entreprise devrait avoir déjà préparés et qui, si on ne les a pas, il pourrait
impacter la valuation très, très considérablement. Formaliser les entités, les structures juridiques, c'est très important. Avoir un périmètre de transaction défini, c'est très important parce que pas normalement, mais très souvent, on voit des deals où on ne vend pas l'entreprise entière. Sécuriser les brevets pertinents, les marques déposées, c'est un sujet très important. Je dirais que normalement, dans les entreprises de moyenne taille ou petite taille, on voit très souvent des brevets qui ne sont pas sécurisés, des marques qui ne sont pas déposées. Et c'est un risque énorme parce que à ne pas les avoir, on risque perdre beaucoup de valeur. Il faut aussi formaliser les principaux accords avec les employés et les clients. C'est aussi un sujet qu'on voit très souvent. Ne pas avoir des contrats avec les clients, avoir des emails ou un mémo, mais pas de contrat précis. Et finalement, ne pas avoir de déclaration fiscale. Ces 5 sujets-là, on les voit assez souvent avec, comme je disais, des petites ou moyennes entreprises. C'est des thèmes que devraient être, c'est les premières activités à résoudre. Si on est en train de penser à la vente ou à un financement, il faut absolument avoir ces questions administratives avant de penser à quoi que ce soit. Nous, ça prend du temps, c'est-à-dire qu'il faut pas négliger le temps de préparation, de faire tout ça, tout ce chemin de formalisation. Je pense qu'il faut commencer effectivement par ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je veux vendre, est-ce que je vends en fait une société, est-ce que je vends plutôt un business, qu'est-ce que je mets dans ce que je vais vendre, par exemple si j'ai une technologie, est-ce que je la mets à l'intérieur de la vente ou est-ce que je la garde et je draft des contrats de service agreement pour qu'un acheteur puisse avoir accès à cette technologie, mais pas la propriété. Tout ça, c'est de la réflexion. Donc ça, c'est vraiment évidemment totalement en amont qu'il faut mener cette réflexion-là et généralement avec des conseils spécialisés, parce qu'il peut y avoir aussi des implications patrimoniales, fiscales, etc. Donc c'est très important. Et puis ensuite, le côté de documentation, c'est-à-dire vraiment ce que disait Younes, avoir de l'écrit documenté, être compliant par rapport à des règles. Tout ça, en fait, plus vous le faites tôt, mieux c'est. Parce que sinon, vous allez vous apercevoir au moment où vous allez avoir des discussions avec les investisseurs que vous ne l'avez pas fait, que donc, en fait, il y a certains risques qui ne sont pas forcément maîtrisés. Et ces risques-là, ça va se ressentir soit dans le fait que vous perdrez certains investisseurs, soit dans le fait que le prix sera réduit, soit qu'on vous demandera en fait des garanties assez lourdes dans le contrat d'acquisition. Donc, plus c'est préparé en amont, mieux c'est pour vous. Les autres points, la comptabilité et les rapports financiers, je dirais c'est un petit peu la base. C'est-à-dire que avoir des comptes qui soient solides, audités si vous avez besoin de les faire auditer, qui soient clairs, c'est très important. Ça rassure toujours en fait des acheteurs. Mettez-vous à la place des acheteurs. Hein. Si vous-même vous achetez une société, vous voulez avoir des comptes qui soient très clairs, qui aient été audités, etc., revus. Voilà. D'autant plus que dans un contrat en fait d'acquisition, on vous demandera de garantir ces comptes-là. Il y aura en fait tout un formalisme juridique pour s'assurer que finalement ces comptes ils sont bien établis et qu'ils ne dissimulent rien. Donc vraiment bien préparer ces comptes-là. Puis une fois que vous avez donc défini votre périmètre de cession, que vous avez sécurisé toute la documentation importante, que vous avez bien vos comptes, etc. Bien entendu, si aujourd'hui vous ne les avez pas, ça ne veut pas dire que vous pouvez passer votre entreprise. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être songer à améliorer autant que possible tout ce qui peut l'être jusqu'au moment où vous allez mettre votre entreprise en cession. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir en fait faire le storytelling dont parlait Valérie. J'aime bien ce mot, Valérie, je le réemploierai plutôt qu'écouter story. Et c'est là où on parle de performance historique et prévision. Donc, bien présenter votre entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce qu'elle réussit, pourquoi est-ce qu'elle va réussir encore mieux dans le futur, et tous les aspects financiers. Alors ça, généralement, c'est les conseils financiers comme nous
qui vous aide à mettre ça en lumière sur cette partie chiffrée dans des rapports. Et puis à la fin, si vous avez des risques qui sont avérés, comment vous entourez ces risques? Comment vous cherchez à les remédier? Il n'y a pas d'entreprise qui ne présente pas de risques. Le mieux qu'on puisse faire, c'est que vous ayez en connaissance en amont des risques tels que les percevrait un investisseur, de manière à ce que vous puissiez bâtir un discours ou un plan de remédiation à ces risques. Le fait que les questions administratives et la comptabilité et rapport financier, ça pourrait prendre un an et demi pour établir une base qui vous permettrait d'être prêt pour une vente. Ça prend du temps, comme disait Olivier, et les coûts ne sont pas petits, c'est des coûts importants des fois, c'est des coûts qui sont à considérer. Si on doit les faire tous à la même fois, on ne les avait pas fait à l'inception de l'entreprise. Ça prend du temps et ça va coûter un peu. La performance historique, c'est la partie comme je disais Olivier, que là, c'est des analyses qu'on fait dans quelques mois pour préparer la vente. C'est là où nous, on peut vous aider, mais c'est aussi là où on peut discuter un peu les sujets qu'on voit assez souvent pour normaliser les résultats financiers, les flux de trésorerie, franchement, les sujets qui vont avoir un impact direct sur la valorisation de votre entreprise. Et je passe à la prochaine slide. Là, on parle d'ajustements qu'on voit normalement ou très souvent pour normaliser les résultats. On voit les ajustements, la plupart, c'est des éléments uniques et non récurrents. Ça pourrait être des coûts qu'on aurait en relation avec COVID, les PPE que tout le monde a dû acheter. Ça pourrait être le salaire de ses enfants. On pourrait avoir des enfants qu'on embauche dans l'entreprise qui normalement ne font pas grand-chose, qui ne vont pas rester avec l'entreprise une fois vendus. C'est des coûts non récurrents. On peut les normaliser. On a aussi des ajustements pro forma, qu'on discutera en un peu plus de détail dans la prochaine slide. On a des erreurs et des omissions. On pourrait normaliser l'EBITDA pour des erreurs comptables. On n'a pas provisionné des bonus, on n'a pas provisionné plusieurs comptes. Et finalement, on a des considérations comptables. Et ici, c'est la différence entre la comptabilité et le cash. On voit souvent avec le loyer, le rent expense, le lease expense. La comptabilité ne reflète pas le cash expense. Et normalement, on a juste les résultats pour pouvoir présenter les résultats financiers en cash et pas comptable. Tout ça, c'est un travail qui est assez technique, qui est fait par des cabinets comme les nôtres, des cabinets spécialisés, donc dans ce qu'on appelle le Transaction Services. Il y a une sorte de standard en fait de ce qu'on ajuste. Ce n'est pas réglementé, mais il y a des pratiques de marché sur ce qu'on va ajuster entre la façon dont vous reportez votre rentabilité et la façon dont un marché d'investisseurs attend en fait que soit présentée la rentabilité intrinsèque et on va dire soutenable dans le futur de votre activité. Il ne faut pas négliger les considérations comptables, ça peut être très important. On parlait des différences culturelles en termes de transactions entre la France et les États-Unis. Je vous donne un exemple. Il y a un standard en Europe, IFRS, donc la comptabilité européenne, aujourd'hui, elle est surtout en IFRS. La comptabilité aux États-Unis, c'est en US GAAP. Il y a un standard qui s'appelle IFRS 16, un référentiel qui, en fait, consiste à sortir tous les coûts de location
les coûts de location de véhicules, les coûts de location immobilière, etc. 2, l'EBITDA est considéré que c'est de la dette. Donc, ce que ça fait, c'est que ça accroît la rentabilité, ça accroît la dette. Ça accroît de manière, on va dire, totalement théorique la rentabilité parce que vous les payez bien, en fait, vous vendeurs, ces frais de location. Mais le fait de mettre ça en avant, ça peut quand même créer de la valeur. Pourquoi est-ce que ça crée de la valeur? Parce qu'une entreprise stratégique qui va acheter votre société, elle va devoir l'intégrer dans ses comptes. Et ce qu'elle va intégrer dans ses comptes, c'est le référentiel IFRS. Et donc, elle a besoin de savoir si votre EBITDA peut être, entre guillemets, gonflé de la partie de loyer qu'elle va retraiter. Ça sera non cash, mais en termes de, je dirais, compréhension, si une acquisition pour cette société est dilutive ou rélutive dans ses comptes, bah, elle a besoin en fait d'avoir des comptes qui soient comparables par rapport à ce qu'elle-même reporte au marché. Donc, c'est des petits tricks comme ça, mais qui peuvent être très, très importants et vous faire gagner de la valeur. Très, très important, c'est aussi de discuter des ajustements pro forma. C'est des ajustements qu'on voit très souvent dans les deals où on a des banquiers qui nous aident avec le storytelling. On les voit moins dans des deals directs entre acheteurs-vendeurs et dans des deals où le vendeur n'a pas trop de conseils. C'est des sujets qui ne sont pas complètement reflétés dans les résultats historiques, mais qui pourraient l'être. Un exemple, c'est des réductions dans les coûts qui sont, pour donner un exemple, on fait une réduction d'effectifs de 10 personnes, c'est des réductions permanentes et c'est des réductions que normalement on pourrait considérer dans les résultats normalisés. La plupart du temps, dans des projets small cap, on ne voit pas ces ajustements parce que plein de vendeurs ne comprennent pas que c'est un ajustement qui est normalement accepté par les banques et par les acheteurs. Si on a par exemple, on a pu renégocier un contrat, on a réduit les coûts d'un produit, mais c'est des réductions qu'on a vues dans les résultats que pour 2 à 3 mois. Normalement, on peut faire un ajustement pour refléter l'impact sur une année entière parce que c'est des réductions contractuelles, c'est des réductions qu'on peut voir dans les résultats pour quelques mois et que normalement devrait y être pour les mois qui viennent pour le reste de l'année. L'autre partie de ces ajustements, on n'a pas ces initiatives que de réduction de coûts, on a aussi des nouveaux clients, on a des nouveaux produits, on a des marchés. Et ce qu'on dit à nos clients, c'est une fois qu'on peut prouver et valider une réduction de coûts, une augmentation de revenus contractuelle, permanente, précise et nette de coûts compensatoires, c'est un ajustement que normalement un acheteur devrait et pourrait accepter. Et c'est définitivement une augmentation de valeur. C'est aussi des sujets avec lesquels franchement, c'est des fois des semaines de travail pour pouvoir bien valider ces ajustements et augmenter la valeur de nos clients dans la vente. Alors, on peut peut-être faire une pause. Je vois, Emmanuel, qu'on a peut-être certaines personnes qui voudraient poser des questions. Oui, il y a une question notamment. Oui, il y avait une question de Yves, je vais lui donner la parole, qui a un rapport très étroit avec ce dont on vient de parler, les ajustements, etc., mais lié à une entreprise familiale. Alors, est-ce que Yves nous entend? Oui, je vous entends. Voilà, bonjour Yves. Merci Emmanuel. J'avais une question qui est peut-être un petit peu hors du sujet, mais qui est très intéressante pour moi. J'ai une petite société, une PME aux États-Unis, déjà bien implantée depuis 20 ans. J'ai l'âge de la retraite et je peux éventuellement considérer une cession.
Ma question est, à propos, juste pour préciser en 10 secondes, il est fort possible que les deux personnes de KPMG aient notre système sur leur ordinateur. C'est une plaque anti-vol suivie d'un logiciel qui vous dit où est votre machine et vous pouvez la déconnecter. Ma question est surtout autour de comment est-ce qu'on peut évaluer une petite société et quelle est la formule s'il y en a, ou les formules s'il y en a, au-delà de la croissance et au-delà de ces assets, sur est-ce qu'on doit se fixer sur ses revenus plus le revenu du dirigeant, parce que ça devient une part importante du revenu total de la société. D'une manière générale, en fait, nous, on travaille pour tout type de société. Et on va travailler pour des grands comptes, des fonds d'investissement, des ETI, mais également des PME. Et on a des équipes qui sont des équipes adaptées à cette taille d'entreprise, notamment dans des situations de transmission comme c'est votre cas. Après, l'évaluation de votre prix de sortie, finalement, elle dépend de beaucoup de choses, finalement. Elle dépend déjà de votre secteur d'activité. Par exemple, je pense que vous êtes dans le software. Le software, aujourd'hui, le standard de valorisation, c'est plutôt le chiffre d'affaires récurrent, ce qu'on appelle l'ARR dans le jargon, avec des multiples qui sont des multiples assez élevés. Ça ne sera pas la même chose dans des entreprises de distribution, dans des entreprises industrielles, qui seront plus en fait basées sur des notions de cash flow récurrent ou d'EBITDA récurrent. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est que dans votre secteur d'activité, je pense qu'il faut bien mettre en avant la partie récurrente de vos revenus. Donc, je ne sais pas si c'est des revenus qui sont en SaaS ou sous licence, mais en tout cas, bien montrer que vous avez une base installée de clients qui permet de générer tant de revenus récurrents annuels et démontrer ça de manière mensuelle. On est sur du chiffre d'affaires, donc ça devrait être possible, de manière aussi à montrer éventuellement une forme de croissance et expliquer d'où vient cette croissance. Est-ce que c'est de la croissance qui vient d'une base installée complémentaire, c'est-à-dire que vous avez plus de clients? Est-ce que c'est de la croissance qui vient de l'upsell, par exemple, vous vendez plus de choses à vos clients? Est-ce que c'est de la croissance qui vient d'effet prix, vous augmentez le prix de vos redevances ou de vos licences? Donc ça, c'est très important. L'EBITDA, donc la rentabilité dans votre secteur, elle est aussi intéressante, bien entendu, mais elle est moins intéressante. C'est un peu une caractéristique du segment du software que le revenu lui-même, que le chiffre d'affaires lui-même. Néanmoins, il faudra effectivement mettre en avant que votre EBITDA aujourd'hui, il est peut-être grévé par certaines charges qui n'ont pas vocation à perdurer lorsque la société aura été rachetée. Donc ça peut être votre salaire, si une partie finalement de la rentabilité est entre guillemets réinvestie dans votre salaire, ce qui ne serait pas forcément le cas pour un acheteur futur, etc. Donc en fait, il faut, je dirais, ça fait partie de la préparation, il faut scanner en fait votre entreprise, ses points forts, ses atouts, également ses risques, et ensuite mettre en place ce storytelling. Ce storytelling, il peut être mis en place pour toutes les catégories d'entreprises, pour tous les secteurs d'activité. Il va être à chaque fois différent. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que Yves, ça répond à la question? Oui, j'aurais espéré un multiplicateur du l'EBITDA plus le salaire, mais même si la fourchette est large. La fourchette est très très large. En ce qui concerne, si vous êtes dans le software aujourd'hui, c'est vraiment plus des multiples d'EBITDA qui comptent, ce sont des multiples de chiffre d'affaires. Et très honnêtement, on voit de tout. Moi, j'ai vu des boîtes de software qui sont valorisées 4 ou 5 fois le chiffre d'affaires, ce qui est gigantesque. Sur le marché français, on voit des boîtes de software qui sont valorisées aujourd'hui à un EBITDA retraité, qui est parfois compris entre 25 et 30 pour les boîtes de software qui présentent de la croissance. Ça, c'est très important en fait. Cette notion de croissance dans le software, elle est particulièrement importante. Donc, si vous êtes une société qui a une belle marge, mais qui a finalement peu de potentiel de croissance embarqué parce que vous êtes déjà leader
sur un marché qui est saturé, votre multiple va être très inférieur. Donc, on ne peut pas vous répondre comme ça à brut pour point. Il faut faire une analyse en fait pour pouvoir vous dire. Je vous remercie. Je ne veux pas accaparer la présentation. Non, mais c'est vrai que la question du prix est importante. Est-ce que néanmoins, on peut répondre à la question, est-ce qu'aujourd'hui, on est sur plutôt un marché qui est porteur? On a vu quand même beaucoup de frénésie là, sur les dernières années avec un marché du M&A qui est Oui. très, très, très actif. Les prix Je sont dirais- toujours Oui, je dirais que inflatés. dans tous les secteurs, on voit des multiples qui sont assez importants. Dans le IT, le SaaS, il y a 2-3 ans, on voyait 4 à 5 fois le revenu. Pour vous donner un exemple, je viens de faire un deal, une entreprise qui perd toujours de l'argent. Ils ont moins d'1 million de dollars de chiffre d'affaires, mais qui s'est vendu à 40 millions de dollars parce que la technologie a beaucoup de potentiel. On paye beaucoup pour des opportunités, pour être là en premier et pour avoir la technologie. Aujourd'hui, je crois les SaaS, les deals de software, c'est 2-3 fois, multiples de plus que ce qu'on voyait il y a 5 ans. C'est à peu près la même chose dans le consumer retail. Normalement, c'est des entreprises qui se valuent à la base de EBITDA. On voyait des multiples de 7, 8, 9 à 10. On est là presque à 14, 15, 16. Et pour les entreprises qui sont complètement sur Internet, des entreprises qui marchent que sur les réseaux sociaux où ils ont prouvé pouvoir générer des chiffres d'affaires assez importants. J'ai fait des deals à plus de 20 fois le EBITDA pour des entreprises purement sur les réseaux sociaux. Ça va dépendre de l'entreprise, mais là, aujourd'hui, si vous avez une entreprise à vendre, c'est un marché vendeur. Et c'est le bon moment. Alors, ce que je veux dire, ça concerne surtout l'Europe, mais jusqu'à un certain point, ça pourrait venir aux États-Unis. On a vu donc une inflation des multiples. On voit depuis maintenant quelques mois une stabilisation des multiples en Europe. Pourquoi? Parce qu'on a des incertitudes, géopolitiques, on a également quelques incertitudes macroéconomiques avec de l'inflation. Et l'inflation, ça veut dire probablement une réaugmentation des taux d'intérêt. Et si on réaugmente les taux d'intérêt, toute la partie en fait un petit peu du LBO peut être pénalisée en fait en termes de rendement. Donc c'est maintenant, je dirais, le bon moment de vendre si vous êtes vendeur. Parce que d'ici 1 an ou 2 ans, il peut y avoir des headwinds sur le M&A pour des sujets macroéconomiques. En tout cas en Europe. Emmanuel, il nous reste quelques minutes avant qu'on arrive à l'heure de fin du webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? Je pense qu'on est à peu près arrivé à la fin de… Oui, Jacques avait posé une question. Est-ce que vous nous entendez, Jacques? Oui. Voilà, Jacques qui, je crois, a un salon de coiffure à New York. Exactement. Donc, et envie de vendre. C'est pas du digital ou du IT, pas du tout, mais on est installé depuis 30 ans, donc on commence à prendre de l'âge, je pensais à la retraite. Et je pense qu'il y a une opportunité, mais je ne sais pas, pour vendre une compagnie française, pour vendre aux Français, quelle plateforme, quel réseau, où est-ce qu'on met ce genre d'annonce, où est-ce qu'on utilise les services de KPMG pour vendre? Donc déjà, des sociétés de coiffure, Ouais. des sociétés qui sont assez recherchées en France en tout cas. Donc, il y a eu des transactions récentes sur des gros dossiers, des gros réseaux en fait de salons de coiffure. Je pense que vous avez dû suivre l'activité française. Donc, ça peut être des sujets qui sont parfaitement intéressants et très bien d'ailleurs valorisés. Si vous avez un projet de cession, oui, je pense que notamment si vous voulez vendre à des sociétés françaises, je pense que le fait de passer par un intermédiaire et par un conseil
est toujours important. Parce que vous allez en fait être d'abord conseillé sur qu'est-ce que vous pouvez attendre en termes de valorisation de votre entreprise, quels sont les meilleurs moyens d'améliorer la valorisation de votre entreprise, notamment par rapport à des typologies d'investisseurs différents. Et donc, quelque part, en fait, il y a toujours un retour sur investissement à être conseillé lorsqu'on vend son entreprise. Qui peut vous conseiller? Alors, nous, on a en fait une activité de corporate finance, une activité d'intermédiaire, hein, d'agent immobilier, comme le disait Valérie, c'est un petit peu ça. Hein. Donc ça, on peut le faire, on peut vous aider. Donc, n'hésitez pas via Emmanuel ou Valérie, après ce webinaire, à contacter notamment Younes qui vous mettra en relation avec les bonnes personnes chez KPMG. Et bien entendu, il n'y a pas que KPMG, hein, il y a plein de boutiques, hein, de banques d'affaires qui peuvent vous aider à préparer au mieux votre projet de cession. Est-ce qu'il y a des avantages pour des Français peut-être qui cherchent des permis de travail ou pouvoir s'installer aux États-Unis, d'acheter une affaire aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des avantages au niveau de l'immigration? Younes, je te laisse répondre peut-être à ça. Aux États-Unis, je crois que la loi aujourd'hui, c'est un investissement de $500 000 égale une green card. On ne fait pas d'immigration normalement, mais c'est des sujets qu'on connaît parce qu'on les voit de temps à autre. Mais oui, je crois qu'aux États-Unis, c'est $500 000 d'investissement et je crois 2 employés pour obtenir une green card. OK. Donc, j'imagine que c'est un avantage. Oui, pour ceux qui sont intéressés à rester aux États-Unis. OK. OK. Écoutez, merci. Je vous contacterai Inès. Merci beaucoup, Jacques. Valérie, je te laisse reprendre la main. Oui, est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense pour l'instant, non, on est presque à la fin. D'accord. Je vous laisse le mot de la fin. Et Younes, surtout, Olivier, surtout, n'oubliez, on va prendre vos coordonnées, enfin les contacts, les manières d'entrer en contact avec vous, parce qu'on a plusieurs demandes dans ce sens qui nous arrivent. Je pense, pour faire une conclusion, plus vous préparez et mieux vous préparez en fait votre session, plus elle est qualitativement préparée et je dirais également plus vous allez vous donner le temps et plus vous aurez de chances en fait de trouver le bon investisseur pour vous à la meilleure valorisation possible. Donc le marché aujourd'hui du M&A est devenu extrêmement sophistiqué avec plein d'opportunités. Et donc, il faut vraiment en fait vous mettre en avant le mieux possible et donc travailler en fait pas mal en amont. Ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas vous vendre. Ça veut dire que vous aurez plus de chances de vous vendre rapidement et à un meilleur prix si vous faites ce travail en amont. Donc, il y a tout un marché en fait des conseils, dont nous, hein, qui sommes là aujourd'hui pour vous aider dans cette préparation. Ça vous coûtera des sous, mais vous aurez un vrai retour sur investissement. Et normalement, vous serez vraiment gagnant dans le fait de préparer la sortie de votre entreprise. Et puis par ailleurs, si dans votre projet, vous avez le projet, une fois que vous avez cédé votre entreprise aux États-Unis, de vous relocaliser en France, on peut vous accompagner sur certains de ces sujets-là, parce qu'évidemment, KPMG en France, ce n'est pas que du conseil sur du deal, ce n'est pas que du conseil sur du commissariat aux comptes, c'est aussi de l'accompagnement au retour d'expatriés en France. On a des conseils fiscaux, y compris sur des sujets de fiscalité patrimoniale, qui peuvent réfléchir avec vous si vous décidez demain de rentrer en France. Voilà. En tout cas, un grand merci de votre écoute. Younes, tu veux conclure? Je dirais pour conclure, on est là, on est disponible. Si vous avez des questions, on est toujours disponible pour avoir une discussion. N'hésitez pas à nous contacter et merci pour vous joindre à nous aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci Emmanuel de nous avoir accordé un peu d'antenne.
Avec plaisir, merci beaucoup. Le contact de Younes est à la fois son email et son téléphone dans le chat si vous nous suivez sur Zoom. Dans tous les cas, si vous êtes inscrit à ce webinaire, et si vous nous suivez, sans doute vous êtes inscrit à ce webinaire, vous recevrez un email avec à la fois la manière de voir le replay de ce webinaire pour revoir tout ça au ralenti si vous voulez, en accéléré, comme vous voulez. Et on mettra dans cet email aussi le contact pour que vous puissiez joindre nos experts. Merci encore à tous de nous avoir suivis pendant cette heure. Merci surtout à Valérie, Olivier et Younes de vos conseils extrêmement précieux et très clairs. Merci à tous et on se retrouve très bientôt sur frenchmorning.com et pour d'autres webinaires sur French Morning. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.